Oui, bonjour. Ben, non seulement je vais présenter notre prochain intervenant, mais je vais aussi présenter brièvement le sujet parce que c'est un sujet sur lequel on a été vraiment beaucoup interpellé au mouvement dans les dernières semaines. C'est le dossier des masques de procédure jetables. Donc, avant de présenter M. Ménard, je vais faire un aperçu rapide là, des interpellations qu'on a eues de la part de membres, mais aussi ce qu'on a fait dans le dossier de notre côté. Donc, comme je vous le disais, on a été contacté plusieurs fois par des membres qui voulaient qu'on les aide à trouver la meilleure solution pour disposer de façon écologique des masques jetables. On a diffusé l'information au fur et à mesure qu'on l'obtenait de notre côté via Facebook et notre infolette, l'Entracte, donc sur ce dossier-là, dont la liste des entreprises qui récupèrent les masques là, qui a été diffusée par Québec, qu'on a diffusé juste avant les fêtes. Par contre, on a réalisé assez vite que les solutions n'étaient pas satisfaisantes. La récupération, elle coûte cher. Les entreprises de la liste de Recyc-Québec ne récupèrent pas vraiment les masques. Dans plusieurs cas, on parle de valorisation thermique. Monsieur Ménard va nous en parler, c'est-à-dire qu'on les brûle, en fait. Comme on était sans réponse ou solution satisfaisante, malheureusement, à vous donner, on a soutenu quand même certains établissements qui ont voulu sortir publiquement pour dénoncer la situation. On a entre autres diffusé la lettre ouverte du Parlement étudiant de l'école Joseph-François Perrault en passant par notre service des communications. La lettre a été reprise dans plusieurs médias nationaux, fait qu'on était bien contents de nos jeunes. On a vu aussi certains politiciens prendre le dossier à leur compte et le gouvernement a finalement promis d'aider financièrement les centres de services qui allaient pouvoir récupérer les masques. Donc, ça a quand même bougé un peu. Mais ça aide personne selon nous si c'est trop compliqué à faire, puis c'est effectivement compliqué pour bien des établissements, et aussi si on sent qu'on récupère un gros prix pour rien. Et malheureusement, M. Ménard va nous en parler, des fois c'est vraiment le sentiment qu'on a, puis c'est justifié. De ce qu'on entend, de ce qu'on a entendu récemment, les centres de services scolaires se font dire que le ministère suggère plutôt l'élimination, malgré ce qu'on nous a promis, mais qu'il pourrait éventuellement payer les frais. Mais ça n'a pas l'air d'être garanti, puis il y a beaucoup de centres de services qui continuent de recommander tout simplement de jeter les masques. Pendant ce temps-là, les jeunes ont raison de nous dire qu'on n'est pas cohérent, selon moi, qu'on leur demande des efforts tous les jours pour limiter leur production de déchets, puis qu'en contrepartie, on n'offre pas de solution écologique pour les masques. Je comprends leur frustration, honnêtement. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on continue la pression, autant au niveau politique que de la part des groupes comme nous, là, mais pour les masques, dans le fond, une pression pour que les masques qui sont choisis soient les plus éco-responsables possibles, que ce soit qu'il y ait des réelles options en fait, de recyclage qui soient offertes. Je sais qu'il y a entre autres la compagnie Metsop là, qui travaille fort pour réellement recycler la majorité des matériaux des masques. De ce que j'en comprends, ce n'est pas encore fait. M. Ménard va pouvoir nous en parler, mais on sent qu'il y a réellement des efforts qui sont faits pour qu'on puisse y arriver. On a fait un sondage sur les masques en vous convoquant à la session, puis on voit que c'est une préoccupation pour la vaste majorité des gens, de nos membres. On va continuer à se mobiliser dans ce dossier-là, puis d'ailleurs, on va vous faire des annonces bientôt. Mais d'ici là, pour se mettre un peu plus à jour dans le dossier, on a décidé d'inviter un expert en matière de gestion des matières résiduelles. Alors, je vous présente M. Karel Ménard, qui, depuis 1995, est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard siège ou a siégé sur différents comités, notamment le comité conjoint sur les matières recyclables de Recyc-Québec, des comités de normalisation du Bureau de normalisation Québec ou encore le comité de modernisation de l'industrie de la récupération et du recyclage. Il rencontre régulièrement des groupes et citoyens dans le but de les outiller afin qu'ils trouvent des solutions adaptées à leurs problématiques spécifiques reliées à la gestion des déchets. Donc, c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Mais surtout, Karel Ménard est préoccupé par les impacts sociaux et environnementaux sur les communautés locales que peut entraîner notre surconsommation. À cet effet-là, il a mis sur pied le projet Zéro déchet Québec, dont un des mandats est d'organiser la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui a fêté sa 20e édition en 2020. Karel Ménard, finalement, est diplômé en sciences politiques ainsi qu'en administration et management public de l'Université d'Ottawa. Alors, Monsieur Ménard, je vous passe la parole. M'entendez-vous? Oui. OK, parfait. J'avais un petit message comme quoi. Parfait. Donc, merci, Tommy, de cette excellente présentation. Comme Gabriel, moi aussi, j'ai commencé jeune à l'âge de 6 ans au niveau de la gestion des déchets. Donc, ça vous donne mon âge si j'ai commencé en 95. Euh, non, plus sérieusement, parce que les masques, c'est un sujet sérieux. On en parle beaucoup.
Il y a beaucoup d'argent investi dans la récupération des masques. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites et qui se disent encore. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu le portrait là, de la récupération et du recyclage des masques. Pour vous dire, nous, c'est un dossier sur lequel on a été un petit peu happé, comme tout le monde, là, parce qu'il n'y avait rien de planifié dans ce dossier-là au niveau des masques. On a été surpris de l'annonce du ministre Roberge comme quoi il allait financer la récupération parce que à l'époque, il n'y avait aucune entreprise qui recyclait véritablement les masques. On va voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Euh, tout d'abord, merci au mouvement ACT de m'inviter pour discuter justement de ce sujet-là. D'entrée de jeu, je vais vous dire que tout est recyclable. C'est-à-dire, mes lunettes sont recyclables, mes écouteurs sont recyclables, le meuble derrière, moi, est recyclable, mais ça ne veut pas dire que ça va effectivement être recyclé. Donc, il y a une grosse nuance à faire entre les termes recyclable, récupéré et recyclé. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit va être récupéré qu'il va être recyclé. Donc, déjà, il y a une confusion avec les mots. On nous donne des boîtes de récupération dans les écoles ou dans les centres de services scolaires qui sont en fait qui ne sont pas des boîtes de recyclage, mais bien des boîtes de récupération. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe après avec les masques de procédure ou les autres items qu'on peut mettre dedans. Pour qu'un produit soit recyclé véritablement, ça prend certaines conditions. Je les ai énumérées, je vais vous les lire, mais c'est quand même important pour voir euh, pourquoi on va recycler un produit. Donc, premièrement, il faut qu'il y ait un gisement, donc une quantité, une disponibilité, l'accessibilité à la matière en tant que telle. Il faut qu'il y ait une qualité de matière, donc l'uniformité, l'homogénéité, qu'il n'y ait pas trop de contamination. Dans les masques de procédure, c'est un multimatière. Et il y a même aussi du carbone, du graphène, qui a des propriétés filtrantes. Donc, il faut prendre ça en considération lors du recyclage éventuel. Il faut que le traitement pour les masques en question du produit soit disponible au niveau du conditionnement, du recyclage. Il faut de l'équipement approprié, des technologies, de la main-d'œuvre. Donc, on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Tiens, je vais recycler des masques ou tel produit. Donc, ça prend aussi une mécanique derrière qui supporte justement les activités de mise en valeur ou de recyclage. Naturellement, il y a le coût des opérations de mise en valeur, la rentabilité. C'est-à-dire, on ne va pas recycler pour recycler. Une entreprise ne va pas recycler juste pour nos beaux yeux. Elle va recycler parce qu'il y a de l'argent à faire, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut qu'il y ait une combinaison de plusieurs facteurs. Il faut qu'il y ait des marchés disponibles. Si on recycle, on transforme une matière en un produit utile, mais il n'y a pas de marché pour ça, c'est un peu un cul-de-sac. Il faut, et là, c'est un petit peu ce qui manque dans le dossier des masques, pardon, un bilan environnemental positif. Donc, il ne faut pas que les impacts environnementaux du traitement, du transport, soit supérieure à simplement la disposition du produit en enfouissement. Donc, il y a cette balance-là, si on veut, dont il faut tenir compte. Il y a l'analyse des alternatives. On n'a pas beaucoup analysé, à ma connaissance, les alternatives aux masques de procédure. Pourtant, je ne crois pas que ce soit depuis seulement janvier ou février qu'on parle des masques. On a dû y penser avant, lorsqu'on s'apprête à distribuer une centaine de millions de masques dans le réseau scolaire. On aurait peut-être pu penser à des alternatives. Comme Tommy l'a dit, on demande depuis des années aux élèves d'apporter des bouteilles d'eau réutilisables, faire de la récupération de papier et autres. Et là, on leur demande de porter des masques qu'ils doivent jeter au moins 2 fois par jour. Donc, il y a un peu une incohérence dans le message. Et je comprends effectivement la mobilisation qu'il y a au niveau des masques de procédure et de l'incohérence qui subsiste ou qui traverse ça, et la volonté aussi d'agir, parce que les gens, dans le milieu scolaire et ailleurs, sont presque, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais ils sont tous de bonne foi. Donc, ils sont tous là pour trouver des solutions durables à cette problématique qui en est véritablement une. Au niveau des masques, du dossier des masques, la question de la rationalité, c'est-à-dire, elle semble faire défaut. Là, on parle des coûts. Tantôt, j'ai énuméré des conditions gagnantes, si on veut, pour qu'un produit soit recyclé. Là. Les coûts. On parle d'une tonne de masques. Dépendamment des services qui nous sont offerts, ça peut varier entre 10 000 et 20 000 la tonne, ce qui est faramineux, c'est extrêmement cher. Il n'y a aucun produit, à part un produit dangereux ou de haute technologie, c'est-à-dire qu'il peut avoir des impacts énormes sur l'environnement, qui coûte aussi cher à traiter la tonne. Au niveau des masques, on en est là, on en est au niveau des coûts qui frôlent les 20 000 la tonne. Et ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est des compagnies ou des universités qui ont analysé la chose. Nous-mêmes, on a fait l'exercice en fonction du poids du masque, qui est environ moins de 5 grammes, et des coûts de traitement, la tonne offert. Si on se rappelle un petit peu les principes du développement durable au niveau environnemental, économique et social,
Au niveau environnemental, la plupart des solutions, en fait, et on va y revenir, au niveau des masques, ne sont pas très environnementales. On parle d'incinération purement et simplement. C'est-à-dire, les masques, la plupart des masques qui sont récupérés au Québec sont envoyés dans une usine, en fait, un incinérateur dans l'État de New York, à Niagara Falls, l'incinérateur de Coventa, pour la récupération d'énergie. Donc, ça demeure de l'élimination au sens de la loi si ça avait été au Québec. C'est de l'incinération purement et simplement. Euh, donc, il y a des émanations. Premièrement, il y a une destruction de la matière. Il y a des émanations toxiques qui émanent justement de la combustion d'un produit en plastique, d'un masque de procédure là, qui est en polypropylène. Au niveau économique, l'autre versant, si on veut, du développement durable, comme j'ai dit, payer jusqu'à 20 000 la tonne pour disposer d'une matière comme un masque, qui n'est, soit dit en passant, ce n'est pas un déchet dangereux ou un déchet biomédical. C'est un déchet, une matière résiduelle au sens de la loi, comme peut l'être un mouchoir ou une couche pour bébé. Donc, il n'y a pas de précautions là, à outrance à apporter lorsqu'on on traite les masques. C'est sûr, il faut agir avec diligence. Il ne faut pas le frotter dans le visage. Là. On s'entend qu'il peut être potentiellement contaminé, mais c'est un peu penser à une couche pour bébé qui est pleine. Donc, on la gère de façon diligente. Au niveau social, l'autre aspect du développement durable, et c'est là peut-être où le bas blesse, plus parce qu'il y a une fausse perception des solutions qui sont proposées par les compagnies. Il faut s'entendre qu'il y a énormément d'argent à faire pour certaines compagnies. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Actuellement, des compagnies qui se proposent de récupérer et de traiter les masques. Je n'ose pas dire recycler parce qu'il n'y a pas de recyclage, en fait, qui se fait au Québec pour les masques. Euh, donc, on mélange beaucoup des thèmes, recyclage, environnement, économie circulaire. Hier, il y avait l'Université de Sherbrooke qui a aussi dévoilé un nouveau programme aussi de récupération des masques. Mais en fait, eux aussi, ils visent la valorisation énergétique, donc l'incinération des masques dans des fours industriels. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'entente ou de contrat signé avec des compagnies à cet effet-là. Donc, c'est juste une annonce sur un potentiel de faisabilité pour la récupération et la valorisation énergétique. Donc, on est loin vraiment de solutions durables et environnementales au niveau du recyclage des masques au Québec. Tommy a nommé une compagnie que je nommerai pas. Je ne veux pas faire de la promotion, parler contre une compagnie, mais les compagnies qui opèrent au Québec ne recyclent pas les masques. Donc, elles sont en recherche de solutions, elles sont en développement de solutions. Elles y vont par tâtons parce que c'est, comme j'ai dit, les masques, ce n'est pas nécessairement un objet qui a été conçu pour être recyclé à la base. C'est un produit multimatière. C'est une matière qui est souvent contaminée par notamment du graphène, du carbone, des élastiques, du métal. C'est pas juste du métal au niveau des petites languettes, des fois c'est du plastique. Donc, c'est pas si simple que ça. Tous les masques ne sont pas non plus faits uniquement de polypropylène, ils peuvent être faits d'autres plastiques. Donc, ça vient compliquer les choses au niveau. Tantôt, j'ai parlé d'homogénéité de la matière. Donc, ça vient compliquer la chose au niveau du recyclage et on en est toujours à la recherche de solutions. Et comme ça a été annoncé, somme toute assez récemment, qu'on allait distribuer des dizaines de millions de masques dans les écoles, ben, la planification a peut-être fait défaut. Peut-être que ça aussi, ça aurait été bien d'y penser avant de distribuer des dizaines de millions de masques dans les écoles, de penser à une façon de les récupérer parce qu'on devait s'attendre à avoir une espèce de retour de balancier pour dire ben, on ne va pas jeter 100 millions de masques quand même. C'est un petit peu incohérent. À ce jour, et j'ai parlé à toutes les compagnies là, qui sont dans la liste de Recyc Québec. J'ai eu j'ai eu des échanges avec des grosses compagnies, des corporations, des grosses compagnies québécoises, des sociétés d'État sur leur perception, sur leurs contrats, leurs ententes qu'ils avaient avec les différentes compagnies et d'autres, mentionnés notamment dans le document de Recyc Québec, qui n'est pas un document qui recommande des compagnies. Il fait simplement la nomenclature des compagnies qui offrent des services de récupération et qui disent qu'est-ce que les compagnies font avec ces masques-là notamment. Donc, pour certaines, ce sont des compagnies qui opéraient déjà au Québec, notamment au niveau des déchets biomédicaux, donc dans des laboratoires biomédicaux pour les seringues, les équipements de protection individuelle. Et quand les masques sont arrivés là, à la saveur du jour, ben, ils ont offert leur service, qui est tout à fait là, compréhensible et normal. Mais ces compagnies-là ne recyclent pas les masques. La plupart d'entre elles les envoient, comme j'ai dit, dans l'État de New York, à Niagara Falls, se faire incinérer à des fins de récupération d'énergie. Toutefois, il y a beaucoup de travail et de démarches qui se font au Québec parce que, bon, il y a des gens qui veulent quand même bien faire. Comme j'ai dit, ils ne sont pas tous de mauvais foi, ils ne sont pas tous là pour faire l'argent, quoique il y en a plusieurs qui sont là aussi pour
profiter de la manne, mais il y a certaines compagnies qui veulent véritablement offrir un service plus environnemental que d'autres. Il faut savoir aussi que dans toutes les compagnies qui sont mentionnées, soit qui opèrent au Québec ou à l'extérieur de la province, il n'y a pas de traçabilité des opérations concernant la mise en valeur, la valorisation des masques. J'ai parlé avec des compagnies qui opèrent aux États-Unis, j'ai des conférences avec elles. Ça a l'air très beau, c'est-à-dire je les croirais, sauf que j'ai besoin d'avoir plus que ça. Ça veut dire concrètement et par contrat, de façon légale et hors de tout doute, j'ai besoin de savoir effectivement si ce qu'on me dit est véritablement vrai. Mais comme il n'y a pas de loi ou des règlements qui forcent une compagnie à divulguer exactement qui sont ses sous-traitants, où le masque va être traité, ou les matières contenues dans le masque, ça laisse toujours planer un petit doute sur est-ce que ça va véritablement être fait ou est-ce que l'argent des compagnies n'est pas simplement fait avec la distribution des boîtes qui peuvent aller des fois de 200 à 400 dollars par boîte, dépendamment des formats et des services à faire. Donc, ça devient extrêmement lucratif pour certaines compagnies. Pour des écoles ou des universités, ça peut aller jusqu'à 10 000 par semaine pour financer des systèmes de récupération. Et lorsque le ministre Roberge a annoncé qu'il allait rembourser ces services-là, moi, ça m'a énormément étonné parce que là, les compagnies ne vont pas faire des efforts pour baisser leur prix, être plus concurrentiel. Au contraire, c'est un peu un buffet ouvert qu'on leur offre. Inquiétez-vous pas, on va vous rembourser les coûts que vous chargez. Excuse-moi, Donc, Karim, juste te dire oui, que si on souhaite avoir des questions, il faudrait conclure le plus rapidement possible pour que. d'accord. Je termine avec justement la recommandation qui va prendre une minute, c'est-à-dire, actuellement, il n'y a pas de solution viable, tant qu'à moi, au niveau du recyclage des masques. Donc, la moins pire des solutions, là, dans l'heure actuelle des choses, et ça fait 25 ans que je suis en environnement, c'est pas très agréable pour moi de le dire, c'est d'opter pour l'enfouissement. C'est d'ailleurs ce que recommande Recycle Québec, à défaut d'avoir une solution tout à fait viable. Sauf que si un centre de service scolaire ou une école ou une entité quelconque peut récupérer les masques elle-même et les entreposer en attente d'une solution viable, et éventuellement, il va en avoir une, ça serait peut-être aussi une option très intéressante à regarder que plutôt de se lancer là, dans la valorisation énergétique des masques. Aussi, on parle des programmes de récupération va coûter entre 35 et 40 millions. Ça serait bien que cet argent-là ait été investi notamment pour l'embauche de responsables en environnement dans les centres de services scolaires, pour qu'ils développent véritablement des programmes environnementaux de récupération, soit au niveau des matières recyclables ou au niveau des matières recyclables, ou même financent des systèmes de ventilation. On parle quand même de près de 40 millions de dollars. Donc, cet argent-là, c'est une somme énorme qui pourrait être mieux investie dans les écoles québécoises pour justement développer des programmes environnementaux ou régler des problèmes peut-être plus urgents au niveau de la ventilation. Là, on parle de transmission du virus. Donc, il y aurait certainement là, des modifications à faire ou un raffinement à faire au niveau de l'annonce qui a été faite par le ministre Roberge. Donc, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, Tommy. Juste un petit peu, mais on va voir si on a des questions qui nous sont posées. En fait, j'en vois déjà une. Il y a Joanne Gagnon qui nous demande, doit-on couper les élastiques afin d'aider le recyclage? Je te passe la parole, Karel, si tu veux répondre. OK, oui, excuse-moi, ça a coupé, mais je vois la question. Oui, c'est une très bonne question. En fait, je l'avais dans ma présentation, je l'ai sauté. Oui, c'est mieux de couper les élastiques. C'est pas pour aider le recyclage, c'est pour éviter que si le masque se retrouve dans l'environnement, dans une poubelle ou dans un dépotoir, qu'un animal se prenne dedans. On voit la photo d'un canard malade, je crois, avec un masque autour de la tête. Donc, c'est pour éviter justement, c'est un peu comme pour les canettes de bière, il y a des petits anneaux de plastique autour. C'est mieux de les découper avant de les mettre aux poubelles parce que des animaux peuvent se prendre dedans. Donc, c'est ça la raison de couper les élastiques. Autrement, pour certains recycleurs, ils disent que l'élastique n'est pas un contaminant parce qu'il le déchiquette avec le masque en tant que tel. Donc, c'est un certain pourcentage de contamination acceptable pour des sous-traitants. Donc, c'est la réponse qu'on a au niveau des élastiques. Donc, il n'y a pas de démantèlement du masque à ce niveau-là. D'autres compagnies, notamment une compagnie québécoise, dit qu'elle sépare les élastiques et qu'elle attend un traitement pour les élastiques. Mais encore là, bon, c'est ce que prétend la compagnie, mais il vaut mieux les couper simplement pour éviter qu'un animal se prenne dedans. Quelqu'un dit qu'on peut tout simplement les arracher plutôt que les couper. Sinon, Ou on a les arracher. une Oui. question. Sait-on si les budgets premiers pour la récupération pourraient plutôt servir à vos bonnes suggestions en environnement dans nos écoles?
Moi, j'ai fait des suggestions. C'est à vous à faire les actions, faire les bonnes représentations. C'est sûr que ça serait vraiment intéressant que cet argent-là serve à... Imaginez que si plusieurs centres de services scolaires se mettent ensemble pour faire de la consolidation des masques récupérés par leurs propres services et ils vont avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus élevé parce qu'ils vont avoir un, un- un- une quantité plus élevée de masse, donc un pouvoir de négociation plus élevé au niveau des prix. Peut-être que vous allez intéresser un fournisseur parce que vous allez avoir plusieurs masses. Donc là, ça devient intéressant au niveau du volume, là, les conditions essentielles que j'ai dit là, pour qu'un produit soit recyclé. Donc, mais c'est à tout le monde, en fait, à nous, puis à vous aussi, à faire des recommandations aux ministres concernés. Euh, Développement économique aussi, éducation, environnement. Donc, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de discussion entre les différents ministères, quoi qu'on m'ait dit le contraire, mais ce n'est pas l'impression que ça donne là, dans ce dossier-là. Ben, merci beaucoup, Karel Ménard. C'est tout le temps qu'on avait, mais c'est super apprécié d'avoir pris le temps avec nous d'en parler. Puis c'est seulement une amorce, là. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre au Mouvement Acte, c'est certain. Puis au fur et à mesure qu'il y aura peut-être des nouvelles recommandations, des nouvelles idées, des nouvelles options, on va clairement faire tout ce qu'il faut pour tenir nos membres informés.